Ok, parfait. On se retrouve pour la deuxième émission d'une longue série qui a pour concept la marchandisation de l'homme dans l'ère moderne, où l'on perd la subtilité de ce qu'est l'humain, de son essence divine, et qu'il est que créature face à un créateur tout-puissant, et derrière d'autres concepts métaphysiques qui malheureusement se sont effacés pour laisser place à la matérialité, où l'homme, après être asservi, voyez-vous, aux emplois par le dur labeur issu de ses bras, de sa force motrice qu'il en sort, et bien maintenant est en vente en pièces détachées par son côté biologique, ses organes, ses cellules et compagnie. Alors nous étions sur l'avenir de la nature humaine. Allons-nous vers un eugénisme libéral? Et il n'est plus question d'être bien né naturellement ou par croisement sélectionné, mais d'entrer dans une condition artificielle où l'homme est objet, malléable, et finira par être sur commande. Alors lui-même pouvant passer des achats pour changer certaines parties de son code génétique, comme dans les jeux vidéo. Et des fois, il y a des cheat codes, il y a des choses que vous entrez, ou bien vous achetez des passes, et vous déverrouillez des maps et bien d'autres textures encore, des camouflages et bien d'autres choses. Eh bien, il est question de la même chose, mais dans la réalité, où l'homme pourrait altérer lui-même son code génétique, en dehors de son alimentation et de sa pratique sportive, de ce qu'il fait dans l'environnement, il aurait la possibilité, voyez-vous, d'être en pièces détachées et d'augmenter la moindre partie de son corps, voire de se dissoudre dans le post-métaphysique en devenant objet. Eh bien, il ne se différencie plus du matériel et son bios hacké, il entre finalement dans l'ère de l'homme-machine, le cyborg, la connexion ultime qui nous efface. Alors, il y a différentes choses dans les ordres du transhumanisme. On a les nanotechnologies qui relèvent plutôt de la création par du matériel et l'ordre biotechnologique qui agit sur le vivant et qui, à partir de là, essaye de modifier les organismes par mutation. Ce que je vous propose en ce jour, pour la deuxième émission, eh bien, c'est de conclure avec ce livre, pour après pouvoir passer à la suite et mettre les pieds dans le plat, où je vais vous proposer des mélanges d'articles, de livres, de pensées personnelles et d'autres que je viens relayer, et vous faire des connexions, du tissage en tout cas, pour vous tresser tout ça et vous donner le bon aspect de ma pensée sur les étapes qui ont été franchies, pour nous mettre, ni plus ni moins, que dans la marchandisation des corps, le biocapital. Nous étions à la page numéro 42 et vous pouvez vous adonner à un soutien par un like, par un partage et par l'espace commentaire, soit votre opinion que vous partagez qui est passagère ou bien quelque chose de construit. Je vous le dis souvent, je vous lirai avec la même attention. Alors n'hésitez pas à vous mettre à l'exercice parce qu'il y a bien un jour ou l'autre où vos arguments compteront. Vous serez appelé à prendre une décision pour vous, voire également pour vos enfants. Alors pensez dès maintenant à vous mettre sur ces sujets afin de ne pas être déboussolé et de suivre des meneurs. Essayez d'avoir le pour et le contre, de peser ce qui est intérieurement, en dehors de propagande et de phénomènes de masse, ce que vous en ressentez. C'est très important. Nous étions à la page 42 et sur la technicisation de la nature humaine, sur le fait que nous entrons dans les ordres techniques, ce qui veut dire que derrière, on perd déjà le hasard des choses. On entre finalement dans des probabilités d'algorithmes qui vont nous mettre dans des fonctions. Pour expliciter ma pensée, eh bien, la rencontre amoureuse ne se fait plus sur hasard, elle se fait sur catalogue, où vous sélectionnez des critères de beauté, des critères également d'intelligence et bien d'autres choses. Or, avant, il y avait, voyez-vous, la rencontre inattendue, l'ouverture à ce qui sort de ce que l'on a prédéfini. Donc la relation à autrui, je vous ai lu le livre de Charles Pépin qui est très bien dans son explication du sujet, qui nous permet de voir que des fois, on doit enlever un peu de nos défenses pour laisser quelques failles, parce que finalement, nous n'avons pas totalement raison, et pour nous découvrir, nous avons besoin d'autrui, et l'inverse est égal aussi. Donc, on était dans des rapports humains. Or, quand la science entre en action,
et plus précisément quand elle veut définir ce qui doit vivre de ce qui doit être effacé, là nous sommes que dans des procédures, ni plus ni moins que de calcul, que de statistiques, que d'informatique, et finalement on en revient ni plus ni moins à 0-1, tu vis, tu meurs. T'es sélectionné ou au contraire on te met de côté. Comme dans le film Bienvenue à Gattaca. Et on ne te sélectionnera pas pour ce que tu es, pour ce que tu représentes, ta personnalité, mais pour tes caractéristiques génétiques. Si ton code te permet de rester, c'est bon, t'es approuvé. Sinon, t'es effacé. Si t'es vivant, auquel cas on a vu que l'eugénisme négatif, celui de tuer des êtres humains par les euthanasies, par d'autres choses encore, est limité, voire ne sera plus remis au devant de la scène, alors leur objectif, comme l'avait dit Jacques Attali, sera de vous forcer à être dans le conformisme d'un profil génétique identifié, pour résister à des bactéries, à des virus, coûter moins cher à la société, et, comme le disait Julian Huxley dans l'UNESCO, un de ses manifestes, de ses livres, eh bien, il était question d'optimiser les coûts, donc de voir l'humain non pas comme il est, et une possibilité en devenir d'artiste, de spécialiste dans un domaine ou je ne sais quoi encore, mais plutôt de voir la fiabilité, si je puis dire, et auquel cas une prédisposition génétique, et donc nous serions prédisposés à être, pour certains, d'une caste inférieure, faire uniquement fonctionner la motricité de nos bras, de la force de nos jambes et compagnie, donc d'être dans un champ au travail, à l'usine et dans d'autres métiers pénibles, quand, eh bien, il y aurait apparemment des données qui permettraient de développer une intelligence, de faire partie d'une élite et de rejoindre les hauts quotients intellectuels. Donc ça, c'est des pensées qui ont en tout cas été promulguées à d'autres époques et qui en soi ont encore un terreau fertile aujourd'hui. Donc nous devons nous pencher sur tout ceci. Voilà, ça c'est mon introduction. Et je vous propose d'aller ni plus ni moins que à cette page 42-43. La théorie classique de la société a d'ailleurs précisément décrit les représentations juridiques et morales post-traditionnelles comme résultant de la rationalisation sociale et culturelle qui est allée de pair avec les progrès de la science et de la technique moderne. La recherche institutionnalisée étant le moteur de ces progrès. Du point de vue de l'État constitutionnel libéral, l'autonomie de la recherche requiert donc d'être protégée. En effet, au fait que la technologie s'étende et s'aiguise pour mettre la nature à notre disposition, sont liées tout à la fois des promesses économiques, accroissement de la productivité, augmentation du bien-être, et la perspective politique d'une plus grande latitude dans nos prises de décision individuelles. Et je marque une pause, parce que de ce que je vous disais sur Julian Huxley, en fait c'est revenu sur le devant de la scène dans le rapport du Sénat numéro 673, que j'avais déjà lu sur Odyssée. Et que retrouve-t-on dedans ? Eh bien, la proposition que, selon notre génétique, on puisse accéder à certains métiers ou non. Ça rejoint en fait ce qui est inscrit dedans. Il est dit là que l'État pourrait, de ses recherches institutionnalisées et compagnie, être en fait dans une disposition d'une promesse économique pour éviter les arrêts maladie. Ça, c'est ce que je rajoute, en fait, de ce qu'on peut percevoir même par l'autre penseur, Jérémy Rifkin aussi. Et il nous disait dans l'ère des biotech ou quelque chose comme ça, là, un de ses autres ouvrages, parce qu'après, il y a la troisième révolution industrielle, et Schwab a entamé le pas avec la quatrième révolution industrielle. Dedans, ils font en fait la promotion au World Economic Forum, ainsi que dans d'autres cercles de pensée, des think tanks, des corporations, de mettre des cartes génétiques pour finalement nous donner des accès à faire des formations, à avoir un accord pour suivre, voyez-vous, un cursus universitaire, ou pour d'autres de se ranger dans une branche d'un certain métier. Eh bien, le Conseil, et surtout la proposition numéro 673 du rapport du Sénat, il me semble que c'est celle-ci, proposait de faire des dépistages génétiques pour éviter des décès prématurés dans certains métiers qui, voyez-vous, ne correspondraient pas avec la génétique.
éviter des arrêts maladie répétés. Julian Huxley, à l'époque, lui, donc ça précède, disait qu'il fallait faire des coupes budgétaires. Et que l'on était limité dans le rapport, dans les possibilités de professeurs, d'enseignants, de formateurs. Donc au lieu de faire perdre du temps et d'occuper une place que quelqu'un d'autre pourrait prendre et lui suivre la voie en toute intelligence, eh bien il faudrait faire la sélection. Et là, ça retourne sur le devant de la scène. Dans le World Economic Forum, c'est pareil, puisque Klaus Schwab, par le livre 4e Révolution industrielle que nous avons lu ensemble, eh bien proposait la même chose. Voire lui énumérait carrément l'idée d'agir sur la génétique par les ciseaux moléculaires. Alors, on continue, et nous nous apercevons, et dans la mesure où l'accroissement de la liberté de choix favorise l'autonomie privée des individus, la science et la technique se sont tout naturellement ralliées, jusqu'à aujourd'hui, à l'idée de fond du libéralisme, selon laquelle tous les citoyens doivent disposer des mêmes chances de façonner leur vie de manière autonome. Du point de vue sociologique, il est peu probable que la société cesse dans l'avenir d'accepter cette alliance tant que la technicisation de la nature humaine pourra être médicalement justifiée par la perspective d'une vie plus longue ou d'une santé meilleure. C'est une constante que le souhait de mener une vie plus autonome aille de pair avec les objectifs collectifs favorisant la santé et l'allongement de la vie. Aussi, un regard sur l'histoire médicale nous incite-t-il au scepticisme en ce qui concerne une moralisation de la nature humaine. Je cite. Des débuts de la vaccination, des premières opérations à cœur ou à cerveau ouvert à la thérapie génique en passant par les transplantations d'organes et les implantations d'organes artificiels, sans cesse il y a des discussions sur le fait de savoir si cette fois une frontière a été atteinte qui ne puisse plus justifier, même à des fins médicales, une technicisation supplémentaire de l'homme. Aucune de ces discussions n'a arrêté la technologie. Fin de citation. L'expérience nous dégrise, mais lorsqu'on en adopte le point de vue, les interventions législatrices visant à limiter la liberté de la recherche biologique et le développement de la technologie génétique apparaissent comme des tentatives vaines qui s'arc-boutent contre la tendance dominante à une plus grande liberté qui caractérise la modernité sociale. Ce dont il est question ici, c'est d'une moralisation de la nature humaine au sens d'une resacralisation douteuse. Sous-entendu, voyez-vous, on ne peut pas revenir au fait de la dignité humaine, comme c'est défendu par les catholiques chrétiens sur le concept que dès la phase embryonnaire, eh bien, c'est une vie sacrée, un être en devenir. Et que lorsqu'on la sacrifie par des interruptions volontaires de grossesse, ou pire, des interruptions médicales de grossesse, où là on n'est plus à l'état embryonnaire, mais du fœtus, voire du bébé, eh bien on a sacrifié une vie. Ça s'est remis en doute, en question, et même par ce qu'avait déclaré un chercheur, je ne sais plus, je crois que c'est saint Thomas d'Aquin ou saint Augustin, ou enfin un de ces saints-là, qui avait décrit le développement de l'humain. C'est-à-dire première phase inorganique, cellulaire, et c'est le cas en effet à l'état embryonnaire. Puis, je sais plus, au bout de 14 jours, les organes commencent à se développer, donc on rentre dans le stade animal. Et enfin, l'accomplissement final, c'est une fois qu'on est doté de conscience, d'âme, d'esprit, ce qui permet d'avoir le langage et de faire sociabilité et compagnie avec les autres. Alors à partir de ça, certains s'en sont servis en disant, si tu dis que le premier stade c'est des cellules, c'est-à-dire que c'est en fait comme un végétal. On peut couper la plante, elle n'a pas souffert. Et ce n'est pas un crime contre l'humanité, ce n'est pas, voyez-vous, de l'ordre condamnable. Donc ils sont alliés à cette idée et à partir de là ont défendu l'hypothèse que enlever la phase embryonnaire d'un bébé, c'était finalement ne retirer que des cellules d'un corps qui n'en veut pas, qui le rejette, par la décision consentante de la mère, bien évidemment. Alors je me rappelle que nous étions arrêtés à la page 43 finalement, puisque nous avions lu les débuts de la vaccination et compagnie.
Alors maintenant, on va un peu plus loin, on avance dans le livre et eh bien on se rend à la page numéro 55. 55 puisque nous retrouvons la communauté des êtres moraux qui se donnent à eux-mêmes leurs lois, se rapportent dans la langue des droits et des devoirs à toutes les relations qui requièrent d'être réglées normativement. Toutefois, il n'y a que les membres de cette communauté qui puissent s'imposer mutuellement des obligations morales et attendre les uns des autres un comportement conforme à une norme. Donc la normalité, c'est quelque chose de basique pour qu'un groupe humain puisse vivre en harmonie. Il revient aux animaux de bénéficier des devoirs moraux que nous devons, et que nous devons d'ailleurs d'observer dans nos rapports à toutes les créatures sensibles à la souffrance, par seul égard pour elles. Pour autant, ils n'appartiennent pas à cet état univers dont les membres s'adressent les uns aux autres, des commandements ou des interdictions intersubjectivement reconnus. Ainsi que j'aimerais le montrer, la dignité humaine, comprise dans un sens strictement moral et juridique, est corrélative de cette symétrie des relations. Elle n'est pas une qualité que nous possédons par nature, comme l'intelligence ou le fait d'avoir les yeux bleus. Elle est bien plutôt l'indice de ce qu'est l'intangibilité, qui ne peut avoir de sens que comprise dans les relations interpersonnelles de reconnaissance mutuelle, dans un commerce d'égal à égal des personnes entre elles. Je n'utilise pas, dans le même sens, l'intangibilité et le fait de ne pas être à la libre disposition, parce qu'il n'est pas permis qu'on apporte une réponse post-métaphysique à la question de savoir comment se rapporter à la vie humaine interpersonnelle au prix d'une définition réductionniste de l'homme et de la morale. À la page numéro 57, j'avais mis « Ce n'est qu'à partir... » Ok. Il n'y a que dans ce réseau de relations de reconnaissance légitimement réglementées que les hommes peuvent développer et préserver en même temps que leur intégrité physique une identité personnelle. Dans la mesure où l'homme naît, au sens biologique de l'expression, non fini, et dans la mesure où il demeure, sa vie durant, tributaire de l'aide, de l'attention et de la reconnaissance de son environnement social, l'incomplétude de l'individuation produite par les séquences d'ADN devient perceptible dès l'instant où le processus d'individuation sociale intervient. L'individuation biographique s'accomplit à travers la socialisation, ce qui transforme, par la naissance, l'organisme en une personne au plein sens du terme. C'est l'acte socialement individuant à travers lequel la personne est admise dans le contexte public d'interaction d'un monde vécu intersubjectivement partagé. Ce n'est qu'à partir du moment où la symbiose avec la mère est rompue que l'enfant entre dans un monde de personnes qui peuvent aller à sa rencontre, s'adresser à lui et lui parler. L'être génétiquement individué dans le ventre de sa mère naît en tant que spécimen d'une communauté de procréation en aucune façon, toujours déjà une personne. Ce n'est qu'une fois dans la sphère publique d'une communauté de langage que l'être naturel se constitue à la fois en individu et en personne douée de raison, puisque la personne est ramenée à persona dans cette définition et en son accomplissement social, en sa personnalité exprimée avec autrui et avec ses rapports de ce qu'il aime et de ce qu'il peut repousser et ne pas aimer. Dans le réseau symbolique des relations réciproques de reconnaissance qui s'exercent entre personnes agissant de manière communicationnelle, le nouveau-né est identifié comme quelqu'un, comme l'un d'entre nous, et il apprend peu à peu à s'identifier lui-même. Il apprend tout à la fois en tant que personne en général, que partie ou membre d'une ou plusieurs communautés sociales, et qu'individu dont l'unicité ne fait aucun doute et dont le caractère irremplaçable est moralement établi. Voilà qu'il devient inaliénable. Et il est unique. Se reflète dans cette différenciation la référence à soi, la structure de la communication langagère. La structure, je pense, à mon avis, la structure de la communication langagère. L'espace des raisons, the space of reason, selon l'expression de Sellar, exploité par la discussion, est le seul dans lequel la faculté de la raison, propre à la culture et, en tant que telle, à l'espèce humaine, trouve à déployer, dans la différence des multiples perspectives sur le monde et sur soi, cette force par laquelle elle peut engendrer l'unité et créer un consensus, un accord commun. Donc après on a
les façons de socialiser par anticipation. Et il y a d'autres développements qui suivent, mais je vais vous emmener à la page numéro 61. La dignité de l'homme, avec cette dimension universaliste qui lui donne son acuité, n'a pu être atteinte que parce qu'elle s'est abstraite de cette manière concrète d'accuser chaque fois un certain type de dignité. Mais, à contrario, nous ne devons pas non plus, concernant cette abstraction progressive qui a conduit à la dignité humaine et au droit humain, kantien, quand on le comprend et qu'on le prend dans son unicité, oublier que la communauté morale des sujets du droit humain, libres et égaux, ne constitue pas non plus un royaume défunt, dans un au-delà nouménal, mais qu'elle demeure enchâssée dans ces formes concrètes de la vie et dans leurs règles de comportement, dans leur ethos. Ethos, adaptabilité au public et en même temps de l'ordre éthique, moral. Alors nous arrivons à un troisième sous-développement dans ce chapitre, c'est l'enchâssement de la morale dans une éthique de l'espèce humaine. Si la morale a son siège dans une forme de vie structurée par le langage, la querelle actuelle sur le caractère admissible d'une recherche consommatrice d'embryons et du DPI, donc diagnostic pré-implantatoire, ne peut pas être tranchée au moyen d'un argument décisif unique, invoquant pour les cellules germinales fécondées la dignité humaine et le statut de porteuse des droits fondamentaux. La raison qui fait que l'on aimerait bien recourir à un tel argument, non seulement je la comprends, mais je la partage. L'utilisation restrictive du concept de dignité humaine permet, en effet, que la nécessité de protéger un embryon, de le protéger à la fois parce qu'il en a besoin et parce que cela lui est dû, soit mise en balance comme un bien, qu'après il met le mot allemand, Güterabaugung, ce qui ouvre grand la porte à l'instrumentalisation de la vie humaine et en fait à l'érosion du sens catégorique attaché aux requêtes morales. La quête d'une solution convaincante, neutre par rapport aux différentes visions du monde et à laquelle le principe constitutionnel de tolérance nous tient de toute façon, est donc d'autant plus à propos. Je propose ici de s'interroger sur la manière dont il faut comprendre la morale et ses limites. Or, même si cette proposition ne se révélait pas à la hauteur de l'exigence et qu'elle soit entachée d'un parti pris métaphysique, la conséquence resterait la même. L'État, neutre par rapport aux différentes visions du monde, ne peut, s'il est démocratiquement constitué et donc tenu d'adopter une perspective d'intégration, se prononcer sur une invocation controversée du point de vue éthique des articles 1 et 2 de la loi fondamentale. Voir, donc, après il met une note, page 52. Si la question du rapport à la vie humaine embryonnaire a un caractère éthique, on peut raisonnablement s'attendre à un dissensus dans lequel chaque parti avancera de bonnes raisons. On a vu cela se dessiner au Bundestag dans le débat du 31 mai 2001. La discussion philosophique peut par conséquent se délester des polarisations stériles liées aux visions du monde pour se concentrer sur le thème de la compréhension éthique la plus appropriée que l'espèce humaine doit avoir d'elle-même. Et souvent, dans ce système des républiques, eh bien, la position, surtout chrétienne, parce que c'est majoritairement les chrétiens qui s'interrogent sur la morale, la façon de statuer sur les nouvelles technologies, ce qui doit ou non être, voyez-vous, paramétré avec des barrières à ne pas franchir, ou en tout cas expliquer la marche à suivre par tâtonnement. On ne le retrouve pas du côté de l'Afrique ou du Moyen-Orient. Il y a peu de développement, de livres qui nous parviennent, ou même de chercheurs qui s'expriment sur ces sujets. Majoritairement ceux qui statuent sur les technologies, sur la personne, le vivant, le respect qui doit lui être accordé et compagnie, ça vient d'Occident. Donc on peut avoir toutes les critiques que l'on veut sur l'Occident, en soi c'est de là qu'émane le droit humain. Et ce que j'entends par là, c'est aussi les républiques en revanche qui s'y attaquent tout en mettant une belle couverture des droits de l'homme, du citoyen, de tout ce que l'on veut, mais qui, au moindre propos de chrétiens sur la dignité humaine, sur le respect de l'embryon, sur sa défense, parce que il est dans un état fragile à ce moment-ci, il ne peut lui user de parole et, voyez-vous,
refléter son droit de vivre, eh bien l'État va plutôt laisser la liberté de tous. Mais la liberté de tous, et pour statuer sur l'éthique et donc sur les limites qui vont être inscrites, ils veulent balayer d'un revers de main ce que les chrétiens pourraient dire. Macron, il fait, comme d'autres d'ailleurs présidents, il fait style qu'il va aller écouter les colloques, qu'il va se mettre en lien avec les hommes d'État, les hommes de l'Église plutôt, alors qu'il s'en fiche. Il va écouter principalement les scientistes, la maçonnerie et tous les autres qui rêvent que d'une seule chose, c'est d'être les architectes de l'humain de demain. Donc de refaçonner la société à l'image qu'ils veulent. Entre autres, abolir la mort. Alors nous arrivons à la page 64, puisque là on a interrogé sur la façon de protéger les embryons en utilisant la dignité humaine, mais ça ramène à ce que je vous disais tout à l'heure, sur l'utilisation de dire que ce ne sont que des cellules. Et qu'il n'y a donc pas de crime à s'en séparer, ou bien à faire des travaux dessus pour développer une médicamentation de demain et des progrès techniques. Avant de continuer, juste, je marque une petite pause. Je suis content, pour une fois, la caméra ne bug pas. Alors, je pense que c'est peut-être la luminosité aujourd'hui dehors qui donne ça, mais voilà, je vous le partage parce que je pense que le premier épisode a moins été visionné par voilà, la caméra qui fait que tout. Donc, c'est cool. Alors, on continue donc à la page numéro 64 et on arrive à ce que nous percevons. Alors, ok. Face à cela, le rapport que nous devons avoir à la vie humaine, hantée et personnelle, soulève des questions d'un tout autre calibre. Ce à quoi elle touche, ce n'est pas à telle ou telle différence dans la multiplicité des formes culturelles de vie, mais à la manière intuitive dont nous décrivons nous-mêmes, et dont nous nous décrivons nous-mêmes, et à travers quoi nous nous identifions comme humains. Distincts des autres vivants, à la manière autrement dit, dont nous nous comprenons en tant qu'êtres spécifiques. Ce n'est pas la culture, qui n'est nulle la même partout, vous voyez, qui n'est nulle part la même, qui est concernée, mais l'image que les différentes cultures se font de l'homme, qui lui, en revanche, dans son universalité anthropologique, est partout le même. Si je ne me trompe pas dans mon appréciation de la discussion sur la consommation d'embryons à des fins de recherche ou sur la création conditionnelle d'embryons, ce qui s'exprime dans les réactions affectives, ce n'est pas tant l'indignation morale qu'une aversion face à quelque chose d'obscène. Ce sont des sentiments de vertige, tels que nous en éprouvons lorsque le sol, que nous croyons stable, se dérobe sous nos pas. Il est symptomatique que, confrontés à la transgression chimérique des limites propres à l'espèce, que nous tenions naïvement pour immuables, ce que nous éprouvions soit la nausée. La terra incognita éthique, à laquelle renvoie à juste titre Otfried Hoff, est celle de l'instauration de l'incertitude concernant l'identité de l'espèce humaine. Ce que nous percevons des développements de la technologie génétique et qui nous les fait craindre porte atteinte à l'image que nous nous étions constitués de nous-mêmes en tant que nous participions de cet être culturel d'essence générique qu'est l'homme. Or, il semble bien qu'on ne puisse substituer aucune autre image à celle-là. Et à la page 65, il est dit également « Il est aussi vrai que nous recevons de l'homme une pluralité d'images. Des systèmes d'interprétation appartenant aux formes culturelles de vie se réfèrent à la place de l'homme dans le cosmos et offrent un contexte d'enchâssement anthropologique dense au code moral en vigueur en relation avec ce contexte. Dans des sociétés pluralistes, ces interprétations religieuses ou métaphysiques de soi et du monde sont à juste raison soumises aux principes moraux de l'État constitutionnel, neutres par rapport aux différentes visions du monde, et sont astreintes à une coexistence pacifique. Nous trouvons dans les conditions d'une pensée post-métaphysique une compréhension de soi du point de vue d'une éthique de l'espèce humaine, dans la mesure où elle s'inscrit dans des traditions et des formes de vie déterminées, ne peut emprunter d'arguments qui l'emporteraient sur les prétentions à la validité d'une morale censée valoir universellement. Or, ce primat du juste sur le bien ne doit pas nous boucher la vue. C'est dans une compréhension éthique de l'espèce humaine,
partagée par toutes les personnes morales, que, provisoirement au moins, la morale abstraite de la raison propre au sujet des droits de l'homme trouve son appui. À l'instar des grandes religions universelles, les doctrines métaphysiques et les traditions humanistes offrent également des contextes dans lesquels, je cite, « la structure d'ensemble de notre expérience morale vient s'enchâsser ». Fin de citation. Ils articulent, d'une manière ou d'une autre, une compréhension anthropologique de soi qui s'accorde avec une morale autonome. Les interprétations religieuses de soi et du monde, qui sont apparues à l'époque axiale des grandes civilisations, convergent pour ainsi dire dans une compréhension de soi relevant minimalement d'une éthique de l'espèce humaine, compréhension de soi qui était une telle morale. Tant que l'une et l'autre sont en harmonie, le primat du juste sur le bien n'est pas problématique. Cette perspective fait surgir la question de savoir si, avec la technicisation de la nature humaine, la compréhension que nous pouvons avoir de nous-mêmes et qui procède d'une éthique de l'espèce est à ce point modifiée que, désormais, nous ne pouvons plus nous comprendre comme des êtres éthiquement libres et moralement égaux s'orientant au moyen de normes et de raisons. Il a fallu que, de manière imprévue, des solutions surprenantes deviennent tout à coup possibles pour que les hypothèses élémentaires d'arrière-plan voient leur caractère d'évidence mis à mal, même si ces nouveautés, ainsi, les chimères artificielles que sont les organismes transgéniques, littéralement dégénérés puisque créés en marge de leur espèce, ont eu leur anticipation archaïque dans des images mythiques détournées de leur sens initial. Là, il fait part, entre autres, non plus des OGM lambda où on a retiré des parties d'allèles, donc des parties du gène, mais de ceux où on a mis un corps étranger, donc d'une variété différente, voyez-vous, pour remplacer. Eh bien, là, on arrive du coup au transgénique. Et en effet, on n'est ni plus ni moins que dans des chimères artificielles. Et ça interroge à ce moment-là la différence de l'homme. Là si on va maintenant sur notre propre statut. La différence de l'homme qui sera resté naturel, où on avait tous, en effet, une égalité morale, une égalité éthique et compagnie, d'une classe qui pourrait émerger, qui serait convenable de voir quelque part comme des dieux. Or, pourtant, ils n'ont pas sa puissance, ô Créateur. Mais ils s'élèvent au-dessus des humains lambda. Et où place-t-on la morale à ce moment-là? Pour des gens qu'on a pu mettre au-dessus du panier. Ces irritations nous viennent de ce que les scénarios en question naviguent entre la littérature de science-fiction et les pages scientifiques de la presse quotidienne. Ainsi sommes-nous depuis peu confrontés à de singuliers essayistes et non plus à des auteurs de fiction qui nous présentent un homme que l'on perfectionnerait par l'implantation de puces électroniques. Ça a été fait, depuis la sortie de ce livre, ça y est. Elon Musk, en fait, a repris les travaux du professeur Delgado, José Delgado, qui avait déjà dans les années 70 mis des puces dans les bêtes, dans les taureaux pour les stopper dans leurs courses, dans les singes pour tenter de les faire évoluer jusqu'à l'humain. Et d'ailleurs, à ce moment-là, imaginons qu'une puce neuronale inscrite dans le cerveau, insérée dans le cerveau d'un singe, le rende à la même capacité de l'homme. Quelle morale y aura-t-il? Et quelle barrière des espèces pourrait-elle encore résider? Voyez-vous, quelle barrière pourrait se permettre de nous différencier des autres animaux s'ils atteignent le langage et, pire encore, si pour les singes ils atteignent la forme de l'humain? Par les modifications génétiques, par l'implantation de technologies et compagnie. Donc là c'est pareil, nous sommes, voyez-vous, c'est pas seulement de l'ordre de l'hypothétique, c'est des choses sur lesquelles des travailleurs s'acharnent depuis des décennies. Et on sait très bien que toute transformation est possible. Rien ne se crée et tout se transforme. Donc, ils vont pas créer, voyez-vous, du singe un humain, mais ils vont le transformer peut-être. Ils vont pas créer de l'homme un homo deus, mais ils vont le transformer. Et ils font tout pour, en tout cas, y parvenir.
Et plus loin, on voit que des ingénieurs experts en nanotechnologie échafaudent pour assister techniquement les processus vitaux de l'organisme humain. L'image qui mêle homme et machine d'une station de production soumise à une supervision et une régénérescence autorégulée qui permettent que soient effectuées en permanence réparation et amélioration. Et alors, comme il est question d'hardware, de matériel et de software, le logiciel, eh bien, notre logiciel inscrit dans notre matériel du cerveau pourrait se voir soi-disant augmenté, mais tout autant piraté. Et auquel cas entraînerait encore un service marchand entre la passe de commande, voyez-vous, pour obtenir un programme, développer la compréhension d'une nouvelle langue ou je ne sais quoi, pratiquer un art martial, et la défense de ne pas voir ces données disparaître, de ne pas se voir soi-même reboot, remis à zéro au mode usine. Mais à la différence d'un PC quand on le met en mode usine, eh bien il retourne sur un software, un BIOS de base, voyez-vous, qui permet en fait de redémarrer et de retélécharger les applications, de restocker ce qui sera trouvé soit par clé USB, parce que vous voulez. Je vous prends l'exemple de l'ordinateur pour comprendre. Mais un humain que l'on reboot, eh bien finalement, on le renvoie juste à sa condition non plus d'homme, doté de pensée et de son âme, mais à une condition biologique, à son BIOS. Vous voyez, comme l'informatique renvoyait à son BIOS d'origine avec son système d'exploitation, eh bien l'homme serait renvoyé uniquement à son exploitation biologique, mais non plus à être, voyez-vous, l'exploitant du matériel par un logiciel qui sort, on va dire, de quelque chose qui peut être inscrit dans l'ADN et transcrit en informatique. J'espère pas vous égarer, mais voilà, je fais avec mes mots. Selon cette vision, des micro-robots capables de s'auto-dupliquer circulent dans l'organisme humain et se connectent au tissu organique afin, par exemple, d'interrompre les processus du vieillissement ou de stimuler les fonctions cérébrales. Même les ingénieurs informaticiens ne sont pas en reste dans le genre puisque l'image qu'ils se sont fait des robots de l'avenir, lesquels seront devenus autonomes, fait apparaître des machines qui jugeront que l'homme de chair et de sang est devenu un modèle obsolète. Et on arrive après à l'Arabie Saoudite, encore une fois, des pays, voyez-vous, qui ne s'interrogent pas trop sur les morales, sur, on va dire, les normativités, ce genre de choses. Ils donnent tranquillement un titre de citoyen à un robot, Sophia, apparence humanoïde. Ils promettaient à Neom moitié humain, moitié robot. Une cohabitation telle iRobot. Mais on va nous dire que ceux qui détiennent la religion de vérité et que c'est là-bas que se situe, bien évidemment, le développement, l'intelligence, c'est ce que l'on veut. Ces mêmes contrées, voyez-vous, qui créent des nouveaux cultes. On pense là au gros cube qui est en train de se construire, à l'esclavage moderne qui n'est point dénoncé, parce que il est bon et il est juste de dénoncer le génocide et les massacres qui ont lieu en Palestine, mais les mêmes musulmans suivant le sunnisme ne s'attaquent pas aux gouvernants saoudiens qui apparemment ont fait 21 000 victimes, donc 21 000 humains qui ont été sacrifiés sur les chantiers de Zolain, plus tous les autres qui sont exploités, plus les affaires que l'on entend des très riches qui n'ont plus de limite avec les porte-à-potty, qui donnent du coup une nationalité à un robot du nom de Sophia en 2016, qui continuent dans leurs travaux démesurés, qui créent des lieux de culte comme le Gros Cube actuellement. Donc, le deux poids, deux mesures, ça fait beaucoup quand même. J'en vois s'insurger des fois que en Occident, les gens disent en fait, je m'en balance. Moi, je vois tous les jours sur mon territoire des gens qui se prennent des coups de couteau, des viols, des agressions. Je m'intéresse en priorité déjà à ce qui se déroule sur mon territoire. Mais ceci dit, on ne vous enlève pas votre autorisation, votre liberté, votre morale de pouvoir exprimer tout le malheur en effet qui se situe aussi en Palestine. Mais on ne vous entend pas sur les massacres des chrétiens dans le monde. On ne vous a pas vu être là, voyez-vous, à scander quelque chose contre les Saoudiens qui ont fait tuer 21 000 personnes. Et 21 000 personnes. Enfin bref. Revenons au sujet de ce direct.
Et c'est là où on en arrive, en fait, ils promettent au software, tiré de notre cerveau, non seulement l'immortalité, mais encore plus la perfection infinie. Le corps bourré de prothèses, destiné à améliorer les performances ou l'intelligence d'anges qui hantent et les disques durs, ressortis à des images fantastiques qui empêchent qu'on fixe désormais les limites et défont les cohérences qui jusqu'ici apparaissent nécessaires d'une manière quasi transcendantale à notre activité quotidienne. D'un côté, on assiste à la fusion de la croissance organique et de la fabrication technologique, de l'autre, la productivité de l'esprit humain est clivée de la subjectivité qui se vit et s'éprouve. Peu importe que s'expriment dans ces spéculations les billes versées, ou, au contraire, les pronostics qu'il s'agit de prendre au sérieux, des besoins d'eschatologie qui ont été déplacés ou des formes nouvelles d'une science de science-fiction, ce ne sont pour moi que des exemples d'une technicisation de la nature humaine qui provoque une transformation de la compréhension que nous avons de nous-mêmes en vue d'une éthique de l'espèce humaine et une transformation telle qu'il en résulte une compréhension normative de soi qui ne soit plus et qui ne peut plus être mise en harmonie avec l'autodétermination de la vie personnelle ni avec la responsabilité de l'action personnelle. Et nous continuons, hop là, il en reste encore pour à peu près une quinzaine de minutes. 78, alors, idée que l'impact produit sur la composition d'un génome humain. Alors, pour cette raison même, une programmation génétique ne signifie donc pas non plus une modification inadmissible des projets de vie à venir de la personne programmée. Je cite. Le mise en relation libérale, alors je ne sais pas pourquoi il dit le mise, la mise en relation libérale de la liberté eugénique avec l'appréciation parentale, eu égard aux améliorations à apporter en matière d'éducation et de régime alimentaire, prend son sens à la lumière de cette manière moderne de comprendre les choses. Si la génétique et l'environnement ont une importance parallèle dans ce qui explique les traits qui sont aujourd'hui les nôtres, essayer de modifier l'un d'entre eux semblerait mériter, quelle que soit son origine, un examen également rigoureux. Nous devrions envisager les deux types de modifications de manière similaire. Fin de citation. En fait, ça c'est le lamarckisme, l'adaptabilité à l'environnement. Et l'environnement qui, en fait, va également se modeler par rapport à ceux qui y résident. Donc l'environnement dans l'environnement. La dimension dans la dimension. L'homme est une dimension dans la dimension de l'environnement. Mais l'environnement est une dimension dans la dimension de l'homme, qui lui-même peut le façonner, peut le modifier et compagnie. Eh bien, ce qui est dit, c'est que si on modifie un des deux, eh bien en fait on agit sur l'autre. Et donc que l'on s'attaque à l'homme, en le modifiant, c'est finalement impacter l'environnement, et que l'on impacte l'environnement, c'est modifier l'homme. Et c'est vrai que certaines de nos caractéristiques, eh bien, sont dues aussi à l'alimentation que nos ancêtres ont eue, aux pesticides, herbicides et autres choses, perturbateurs endocriniens qui se trouvent dans notre environnement, qui peuvent rendre infertiles, qui peuvent provoquer des troubles, des cancers, des maladies et compagnie. C'est normalement pourquoi on a une interrelation, voyez-vous, l'un et l'autre. L'argument ne tient qu'au prix d'un parallèle douteux reposant sur l'aplanissement des différences entre ce qui croît naturellement et ce qui est fabriqué, entre ce qui est subjectif et ce qui est objectif. La manipulation étendue au patrimoine héréditaire humain annule, ainsi que nous l'avons vu, la distinction entre activité clinicienne et fabrication technique au regard de notre nature interne personnelle. Pour celui qui agit sur un embryon, la nature en quelque sorte subjective de l'embryon ne s'appréhende pas dans une autre perspective que s'il s'agissait de la nature externe, objectivée. Cette manière de voir nous amène à l'idée que l'impact produit sur la composition d'un génome humain ne se distingue pas de manière essentielle de l'influence qui peut être exercée sur l'environnement d'une personne en cours de croissance. La nature de cette personne lui attribue en tant qu'environnement intérieur. Mais ce faisant, l'attribution qui est faite de manière préalable par ce qui pratique l'intervention n'entre-t-elle pas en conflit avec la perception que la personne concernée par cette intervention a d'elle-même ? Je vous le refais. Ce faisant, l'attribution qui est faite de manière préalable par celui qui pratique l'intervention n'entre-t-elle pas en conflit avec la perception que la personne concernée par cette intervention a d'elle-même ? Une personne n'a ou ne possède un corps, Körper en allemand, que pour autant qu'elle ait un corps vivant, Leben, qui est sa vie.
Partant de ce phénomène de simultanéité entre l'être corps vivant et l'avoir un corps, Helmut Plessner, en son temps, a décrit et analysé la position excentrique de l'homme. Comme le fait apparaître la psychologie du développement, l'avoir un corps n'est le résultat que d'une capacité qui s'acquiert à l'adolescence à observer de manière objectivante l'être corps vivant dans son processus. Le mode d'expérience premier est celui de l'être corps vivant, à partir duquel la subjectivité de la personne humaine également s'éprouve comme vivante. Et après, il continue son développement. Et je vous invite à la page 84. L'homme eugénique, il restera après 88, 90, 97, 98 et encore quelques pages. Ça dure à peu près, je pense, direct 1h15. C'est parti. Qui sait, après tout, si la connaissance du fait que l'organisation de mon génome a préalablement été projetée par quelqu'un d'autre doit avoir la moindre incidence sur ma vie. Il apparaît fort peu vraisemblable que la perspective de l'être corps vivant perde son primat sur l'avoir un corps, même si ce corps a été génétiquement accommodé. Et ce n'est que par intermittence que la perspective de participation qui va de pair avec la manière dont nous vivons notre être corps vivant peut être transposée dans la perspective externe de l'observateur, en l'occurrence, observateur de soi-même. Le fait de savoir qu'il y a eu une antériorité temporelle de l'être fabriqué n'a pas nécessairement un effet d'auto-aliénation. Pourquoi faudrait-il que l'homme ne s'y habitue pas également avec un « et alors » prononcé dans un haussement d'épaule? Après les blessures narcissiques que nous ont infligées Copernic et Darwin en détruisant l'un, notre image géocentrique du monde, l'autre, notre image anthropologique, peut-être accompagnerons-nous avec une plus grande quiétude cette troisième décentration de notre image du monde, la soumission du corps vivant et de la vie à la biotechnologie. Un homme eugéniquement programmé doit vivre avec la conscience que ses caractères héréditaires ont été manipulés dans l'intention d'exercer une influence donnée sur son phénotype. Donc le phénotype, les caractéristiques entre autres extérieures. Avant de nous résoudre à évaluer normativement cet état de fait, il nous faut dégager les critères eux-mêmes auxquels il pourrait être porté atteinte par une telle instrumentalisation. Les convictions et les normes morales ont leur siège, comme nous l'avons dit, dans des formes de vie qui se reproduisent par l'activité communicationnelle de ceux qui en sont partie prenante, l'individuation s'accomplissant dans le médium d'une communication langagière dense, l'intégrité de l'individu dépend donc tout particulièrement des égards dont est empreint le rapport des uns aux autres. C'est ainsi, en tout cas, que l'on peut comprendre les deux formulations que Kant donne du principe moral. La formulation de l'impératif catégorique qui réfère à la fin dit expressément de considérer toute personne, je cite, en toute occasion, en même temps, comme une fin en soi, et de ne jamais l'utiliser simplement comme un moyen. Les protagonistes doivent donc, même en situation conflictuelle, poursuivre leur interaction dans une attitude d'activité communicationnelle. Chacun doit, à partir de la perspective du participant à la première personne, se rapporter à l'autre en tant que seconde personne dans l'intention de s'entendre avec lui, plutôt que de les traiter en objet et de l'instrumentaliser donc à des fins personnelles. La limite moralement adéquate de l'instrumentalisation est tracée par ce qui, au regard de la seconde personne, se soustrait à toutes les avancées de la première personne, aussi longtemps que, par nécessité, la relation communicationnelle, et donc la possibilité de répondre et de prendre position, demeure, tant soit peu, intacte. Autrement dit, la limite est posée par ce, à travers ou au moyen de quoi une personne est elle-même en agissant et en se justifiant face à ses critiques. Donc le soi de cette fin, en soi, que nous devons respecter en autrui, s'exprime en particulier dans le fait que nous soyons les auteurs d'une vie que nous menons en fonction de nos exigences personnelles. Quiconque interprète le monde à partir de sa propre perspective, agit selon ses propres motifs, développe ses propres projets, suit ses propres intérêts et ses propres intentions, est source d'exigences authentiques. Page 88. Ok, je vais aller un peu plus haut.
Voilà à quoi doit satisfaire l'adhésion rationnellement motivée de sujets indépendants qui peuvent dire non. Toute adhésion recherchée de la double négation des objections rejetées de manière justifiée. Mais la concorde unanime visée dans la discussion pratique doit, pour ne pas être un consensus contraint et forcé, remplir une condition qui entre toute la complexité des objections examinées sur toute leur couture et la multiplicité sans limite des domaines d'intérêt et des perspectives d'interprétation considérées. Pour la personne qui émet un jugement moral, par conséquent, pouvoir être soi-même est aussi important que l'est. Pour la personne qui agit moralement, l'être soi-même d'autrui. Dans le pouvoir de dire non du participant à la discussion de ce qui doit se verbaliser, c'est la compréhension spontanée que des individus irremplaçables ont d'eux-mêmes et du monde. Ce qui vaut pour l'action vaut pour la discussion. Son oui ou son non compte pour autant que c'est la personne elle-même qui assume ses intentions, ses initiatives et ses exigences. En fait, c'est ses responsabilités dont je vous soulevais déjà l'intérêt. Et de ses responsabilités, en fait, sa propre personnalité. Mais la soumission, tout de même, à la communauté humaine. Lorsque nous nous comprenons comme personnes morales, nous partons de l'intuition que nos actions et nos jugements sont le fait d'une personne irremplaçable, qui agit et juge in propria persona, qu'aucune autre voix que la nôtre ne s'exprime à travers nous. Or, c'est en premier lieu au regard de cette capacité à pouvoir être soi-même que l'intention étrangère qui s'immisce dans notre biographie à travers notre programme génétique est susceptible de constituer un facteur de perturbation. Voilà que, même si je suis dans mon intégrité de pouvoir être une personne à m'exprimer, en fait, si on agit sur ma biologie, de facto, on a quand même altéré, on a diminué ce que je pouvais être pleinement. Même si on m'a augmenté, en fait, voyez-vous, sur certains critères, sur des aspects précis, que ce soit physique ou encore peut-être de synapses, donc de connexion rapide entre les neurones et d'une connexion externe-interne, c'est-à-dire à une grande base de données en dehors de celle que l'on possède par notre mémoire, finalement, on est dans un facteur de perturbation. C'est clairement ça qui est exprimé. Notre biographie n'est plus la même. Il est également nécessaire, pour pouvoir être soi-même, que la personne soit dans une certaine mesure chez elle, dans son propre corps vivant. Le corps vivant est le médium par lequel l'existence personnelle s'incarne, et ce de telle manière que, dans le déroulement de cette existence, toute référence à soi comme objet, Gegenstand, notamment dans les énoncés à la première personne, soit non seulement inutile, mais encore dénuée de sens. Au corps vivant se rattache le sens directionnel, faisant la part du centre et de la périphérie de ce qui nous est personnel et de ce qui nous est étranger. Juste si vous entendez un peu de bruit, hein, c'est mon... Oui, c'est mon... la table et le contact avec le tissu. Donc page 90, après on a... alors je crois que ça doit être Hannah Arendt, hein, je pense. Ouais, c'est ça. Donc elle part de l'observation suivante. Avec la naissance d'un enfant, quel qu'il soit, c'est non seulement l'histoire d'une autre vie qui commence, mais l'histoire d'une vie nouvelle. Elle rattache alors ce commencement empathique de la vie humaine à la compréhension de soi des sujets agissants qui se comprennent comme capables de créer de leur propre chef un nouveau commencement. Pour Arendt, la promesse biblique « un enfant nous est né » continue de projeter un reflet eschatologique sur chaque naissance, qui porte en elle l'espérance qu'un tout autre viendra briser la chaîne de l'éternel retour. Le regard ému de ceux qui assistent, curieux, à la venue du nouveau-né trahit cette espérance dans l'inespéré. Sur cet espoir indéterminé que quelque chose de nouveau advienne, la puissance du passé, l'avenir ne peut que se briser. Avec le concept de natalité, Arendt jette un pont entre ce qui est le commencement de la créature nouvelle et la conscience qu'a le sujet adulte de pouvoir lui-même initier le commencement de nouvelles chaînes d'action. Je cite « Le commencement nouveau, qui se produit dans le monde à chaque nouvelle naissance, ne peut prendre vigueur en ce monde que parce qu'il revient au nouveau venu de créer lui-même un nouveau commencement, c'est-à-dire d'agir, dans le sens d'initiative, poser un initium, plutôt, réside un élément de l'agir présent dans toutes les activités humaines qui ne dit pas autre chose que ceci.
Ces activités sont exercées par des êtres qui sont venus au monde par naissance et qui se trouvent conditionnés par la natalité. Fin de citation. Et c'est là où on est aussi sur... c'était qui? C'était Chronos, je crois, un truc comme ça. Avec son père, je sais plus, je crois que c'est Moranos. Il y a une idée comme ça, vous voyez, de la peur, du remplacement par l'enfant. Aussi ce qui est nommé plus tard, je crois que c'est le complexe d'Oedipe. Par en fait ce renouveau, ce commencement qui est là et qui peut accomplir un autre dessein. Il y a une peur en tout cas du remplacement pour l'ancienne génération par rapport à la nouvelle. C'est ça le message qui est véhiculé. C'est pas forcément le père avec son fils et la conflictualité familiale par rapport à soi-disant la mère, la femme du père. C'est plutôt l'idée de l'ancienne génération qui prend peur de la nouvelle, dans ces agissements qui ne sont pas encore perceptibles. Oui, dans des décisions qui pourraient sortir ou non du sens primaire de ce qui est le partagé, de l'héritage ancestral, si je puis dire. C'est à peu près ça qui nous était imagé. Et donc après, elle continue dans différentes choses, mais nous, on va à la page 97. 97, c'est quoi? Personne ne doit dépendre, ok. Alors le programme génétique est une réalité muette et en un certain sens qui ne souffre aucune réponse. Celui qui en effet s'en prend à des intentions génétiquement fixées ne peut pas se rapporter à ses dons ou à ses handicaps de la même manière que le ferait une personne née naturellement, qui peut au fil de l'histoire, d'une vie qu'elle s'est appropriée par la réflexion et à laquelle elle a donné une continuité délibérée, revenir sur la compréhension qu'elle a d'elle-même et trouver une réponse productive à sa situation initiale. La situation de la personne programmée est analogue à celle du clone qui, par le regard modélisant porté sur la personne et la biographie du jumeau décalé, est privé d'un avenir non obstrué qui lui est propre. Les interventions visant une amélioration génétique n'empiètent sur la liberté éthique que dans la mesure où elles soumettent à la personne concernée aux intentions fixées par un tiers, intentions qu'elle rejette, mais qui sont irréversibles et l'empêchent de se comprendre comme l'auteur, sans partage, de sa vie personnelle. Il est peut-être plus facile de s'identifier à des facultés ou à des aptitudes qu'à des dispositions et des qualités. Mais, du point de vue de la résonance psychique sur la personne concernée, seul compte l'intention qui fut attachée au projet de programmation. Le seul cas où il y aurait des bonnes raisons que la personne concernée soit en accord avec la finalité eugénique est celui de déficience extrême et tout à fait généralisée. Et on l'a vu, il y a des déficiences ou non vues comme telles. Trisomie 21, je crois que c'est 96-98% des parents qui avortent. Parce que déjà, c'est compliqué d'éduquer un enfant qui nécessite énormément d'attention. Un enfant, de base, déjà, ça doit être surveillé, ça prend du temps, de l'énergie, mais un enfant avec un handicap, c'est encore plus. On doit se surpasser. Ça nécessite beaucoup de déplacements, des suivis médicaux, une attention particulière, une communication qui malheureusement sera assez défaillante, parce que le langage ne sera peut-être pas le même, voire il n'y aura pas de langage verbal, peut-être que des gestes, que ce genre de choses. Et donc, ça entraîne bon nombre aussi qui sont carriéristes, qui veulent toujours monter, être perçus par les autres comme étant meilleurs. Ils ne peuvent pas se permettre, dans leur vision du monde, d'avoir un enfant handicapé, avec quelques tares. Donc soit ils vont l'abandonner, soit ils vont l'avorter. Vous voyez, c'est, on va dire, l'un des problèmes de la société actuelle. En fait, qui se renvoie ni plus ni moins à ce que les Spartiates faisaient. Ils regardent le nouveau-né, ok, bon finalement il est un peu difforme, hop, on le jette aux bêtes. Ça ne deviendra pas un vaillant, un guerrier et compagnie. Il nécessitera beaucoup trop de ressources, de soins et de compagnie. J'avais mis après, donc en fait c'était 97 qui m'intéressait. 97 c'était quoi? Donc personne ne peut dépendre de quelqu'un d'autre de manière irréversible. Ok, donc là on est à quoi? On est à 58 minutes. Je vais vous le faire avec les écrits, je pense, parce qu'en fait, par rapport à l'heure, j'ai autre chose après à faire. Donc, page 97, c'est « Personne ne doit dépendre de quelqu'un d'autre de manière irréversible », ce que l'on vient de voir à peu près.
98, l'irréversibilité des conséquences entraînées donc, par des manipulations génétiques entreprises de manière unilatérale conduit à une responsabilité problématique de celui qui s'estime capable d'une telle décision. Et après, ça a mené à la page 104, 105, 106, le fait que nous envisageons de prendre pour autrui une décision lourde de conséquences en tranchant entre une vie qui vaut d'être vécue et une vie qui ne vaut pas, demeure quelque chose de dérangeant. La recherche est consommatrice d'embryons, le rapport purement expérimental et consommateur qu'entretient le laboratoire de recherche avec l'embryon ne vise nullement une naissance. Il leur faut ce que l'on appelle des embryons surnuméraires, en nombre trop important, et dont après la famille soit conservera dans les protections, on va dire, en laboratoire, ou bien décidera de s'en débarrasser et de l'offrir à la science, tel un produit sur lequel on peut travailler. Ça sera tout, 1 heure, parfait. J'ai réussi à conclure sur ce livre. Alors après, je vous laisse encore, en fait, il reste un chapitre. Moi, de mon côté, je l'ai entamé, mais je ne l'ai pas fini. Je dois être à la page, je passe 120 ou quelque chose comme ça. Donc sur 150, hein, je pense, 160 peut-être. Donc il est quasiment plié, le livre. Au passage, comme on parle de lecture, donc là, il y a la suite des émissions. Je vous ai annoncé avant la fin d'année que l'on terminera aussi sur l'esclavage par les musulmans. Et là, il y aura peut-être 2 émissions sur ça par rapport au livre. Et une ultime, avec des PowerPoint, une belle présentation pour faire un récapitulatif de tout ça. Donc là, on est mi-novembre, donc ça me fait à peu près 3 émissions sur ça. Je vais introduire le principe de population. Et après 2025, il y a du très très lourd. On va revenir sur les positions antérieures de livres qui ne sont plus forcément publiés sur l'eugénisme, sur la morale mais bien développée, l'ordre juridique, donc par les lois, par ce qui s'est inscrit et compagnie dans la civilisation. 2025 va être très très riche et va me faire progresser. Et en plus de ça, alors, je ne vais pas griller mes cartes, mais on aura certainement un sujet sur les fraudes. Je ne vous dis pas encore sur quel secteur de métier pour pas me faire plomber, voyez-vous, par quelqu'un qui appellerait et qui voudrait signaler ma chaîne. Mais j'ai un beau contrat qui arrive, voilà, pour quasiment 1 année. Donc autant vous dire que du côté professionnel, ça va m'apporter beaucoup de richesse aussi en information sur ceux qui fraudent dans la société. Voilà, je ne vous dis pas sur quel secteur, mais on verra ça à la fin de mon contrat. Après, en fin 2025, vous aurez un magnifique récapitulatif et je vous emmènerai aussi certainement en voyage comme cette année, comme l'année précédente. Je l'ai fait, 2025, on ne changera pas les bonnes habitudes. Normalement, je devrais avoir un nouveau logement aussi, donc ça inscrira un nouveau décor derrière. Ce sera beaucoup plus agréable parce que peut-être que je pourrais moi aussi être, voyez-vous, à mon aise dans un fauteuil, petite bibliothèque derrière. Bref, la présentation sera beaucoup plus agréable, caméra de meilleure qualité. Donc il y a du très beau qui arrive pour 2025. Et restez connectés, n'hésitez pas à liker, à partager. Et comme je l'ai toujours dit, qu'il y ait 1 personne, 10, 50, 100, je continuerai mes contenus. Et vous le voyez, ça fait des années que je ne vous demande pas 1 centime. Je donne les PDF gratuitement. Je vous dispose mes contenus pareillement en total accès et sans restriction. Ni demande, ni chouinerie, rien de tout ça. Et en plus, quelque part, il y a une prise de risque. Par rapport à mes positions et à la grande ville de Nantes où je suis, je peux vous dire que des menaces, j'en ai reçu à l'appel. Que ce soit des imposteurs intellectuels, que ce soit de d'autres encore qui n'apprécient pas que je parle de leur courant religieux, de certaines personnes, voyez-vous, qui veulent aller plus loin parce qu'ils ont été confrontés, ils n'apprécient pas ça. Mais on continuera. Merci pour votre écoute. La vérité est notre avenir. Nos valeurs sont ancrées, ça ne bouge pas. On essaiera aussi en 2025 de se pencher sur les grands apports de l'Église catholique, de la chrétienté aussi, mais bien d'autres choses. Par notre chrétienté, par le Christ, notre victoire est assurée. Je vous remercie, à très bientôt.